En termes politiques, dans les rapports sociaux de classe, j'essaye de combattre le mode de production capitaliste dans sa phase néolibérale actuelle. Dans les rapports sociaux de sexe, tout en étant une personne donc blanche et d'un pays du Nord colonial, j'essaye de combattre les logiques coloniales, racistes, islamophobes et antisémites. Et puis, depuis ma propre position, bien sûr, et puis dans les rapports sociaux de sexe, tout en ayant été déclarée comme devant devenir une femme, étant féministe et également lesbienne, au sens de Monique Wittig, je tente au contraire de ne pas devenir, de ne pas rester une femme, et même de combattre l'idéologie que Monique Wittig a appelée la pensée straight, et elle l'a expliqué, elle a fait une petite explication en disant l'idéologie de la différence des sexes, c'est-à-dire la croyance qu'il existe naturellement des sexes distincts. Et ça suscite des conversations n'en plus finir, donc si vous voulez, on en reparlera par la suite. Mais de la même manière que je ne crois pas en l'existence des races, mais c'est-à-dire je n'y crois pas, mais je constate l'existence du racisme, de la même manière, je constate l'existence de logiques patriarcales et hétéropatriarcales, mais je pense qu'elles sont fondées sur une naturalisation erronée et mensongère de l'idée qu'il existe des sexes différents. Voilà, très vite dit. Merci. Voilà, vous vous remerciez vous-même d'être dans la lutte contre ces idées fausses. Et en termes donc de parcours biographique, pour le dire très rapidement, je suis née une première fois en 68 ici, et j'ai été rapidement noyée sous les lacrymogènes. Pas tout à fait noyée, mais voilà, puisque c'était en février et les lacrymogènes ont commencé à faire leur apparition avec les beaux jours. Et puis, je suis née à nouveau en novembre 89, au moment où le mur de Berlin tombait, mais moi, je suis née à nouveau au Mexique, dans le Chiapas, où je m'étais rendue pour commencer une recherche sur la scolarisation différentielle des jeunes filles que j'appelais à l'époque indiennes, que peut-être maintenant on dirait des peuples originaires ou autochtones, etc. Mais je m'interrogeais sur leur situation par rapport au projet d'acculturation forcée de l'école et en même temps au projet, on va dire, égalitariste pour les filles, de l'accès à au moins l'alphabétisation, la langue espagnole, etc. Donc, et à ce moment-là, il y avait également un moment fort du soulèvement armé révolutionnaire au Salvador, pays voisin, dans lequel je me suis ensuite rendue et j'ai ensuite vécu juste après le cessez-le-feu, donc entre 92 et 94. Et puis juste après, il y a eu, enfin juste quand j'étais encore au Salvador, il y a eu le soulèvement zapatiste au Chiapas, où j'avais vécu préalablement et dont je connaissais quand même pas mal la situation. Et je me suis aussitôt impliquée dans la solidarité avec le mouvement en général et plus particulièrement avec les femmes, les féministes et les lesbiennes qui participaient ou qui appuyaient le mouvement, puisque j'en connaissais bien un certain nombre. Voilà, donc c'est, on va dire, très résumé, c'est à partir de tous ces éléments que j'analyse, je me positionne et je réfléchis sur ce dont je vais vous parler, qui est de manière très, je vais dire des choses très générales, hein, mais sur le mouvement des femmes, le mouvement féministe et le mouvement lesbien en Abiyala, donc le nom décolonial qu'un certain nombre de gens utilisent désormais pour se référer au continent, qui inclut les Caraïbes, ne l'oublions pas, parce que les Caraïbes sont un endroit vraiment très très important de la région et du monde. Et je voudrais dire d'abord que je pense que toutes ces dernières années, il y a eu un renouveau de l'intérêt, notamment ici, pour le mouvement féministe latino-américain et des Caraïbes, ou d'Abiyala, parce que c'est un mouvement qui a fait plein de choses toutes ces dernières années, qui a eu d'énormes mobilisations, d'énormes victoires, et qui a une espèce de rôle d'entraînement à l'échelle internationale pour tout un tas de personnes, et notamment autour, comme vous le savez, des luttes contre les violences faites aux femmes par les hommes et par le système, le militarisme, les États, l'extractivisme, etc. Donc c'est tout le mouvement Ni Una Menos, pas une de moins. Et c'est en fait un mouvement qui a des racines très anciennes, puisque comme vous le savez aussi probablement maintenant, chose qui n'était pas sue il y a quelques années, et qui moi-même m'a marqué. En fait, moi, je suis arrivée en novembre au Mexique, et j'ai dû arriver peut-être le 18, le 19, quelque chose comme ça. Et en fait, le 25, il y avait une énorme manifestation dans la rue contre la violence. Et j'y croyais à peine. Je me disais, j'avais jamais vu une aussi grande manifestation, et j'ignorais à l'époque que depuis 81,
le 25 novembre, sur le continent, est une date presque aussi importante, ou parfois plus importante, que le 8 mars, puisque, suite à l'assassinat des sœurs Miraval en République dominicaine, qui combattaient la dictature, des féministes dominicaines avaient proposé, en 81, à la première rencontre féministe continentale en Colombie, de choisir ce jour-là pour se faire célébrer de manière intercontinentale la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, ok, le 25 novembre et les luttes contre les violences, sur le continent, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, le Ni Una Menos d'aujourd'hui, il a ses racines anciennes et c'est en partie ce qui explique sa grande force. Il y a aussi la victoire très récente, l'obtention du droit à interrompre volontairement sa grossesse en Argentine, et c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Ça a été une mobilisation très, très, très importante, une logique d'alliance absolument incroyable, etc. Et en Argentine, l'Argentine, c'est un pays où, comme vous le savez aussi peut-être, depuis, je ne sais plus, je crois peut-être 40 ans, il y a chaque année, les Argentines ont réussi chaque année à faire une rencontre nationale de femmes. Donc c'est aussi leur victoire sur la question de l'interruption volontaire de grossesse s'explique par des luttes très anciennes. Et puis, il y a aussi tout le processus de la grève féministe qui a aussi été lancé dans le Cône Sud et qui a eu beaucoup d'écho, ça commence à bouillonner ici aussi. C'est vraiment quelque chose qui vient en particulier du continent. Et puis, j'en dirai un petit peu plus après, mais toute la réflexion du féminisme décolonial, vraiment, est issue à l'origine de théoriciennes et d'activistes latino-américaines et des Caraïbes, ou d'Abya Yala. Donc, toute la perspective décoloniale dans ce qu'elle a de plus intéressant. Je ne parle pas de la dimension très polémique, peut-être, qu'on connaît ici, mais tout ce qui est une critique tout à fait importante, urgente, à toute la logique coloniale depuis 500 ans, depuis l'arrivée de colons, etc., ça vient d'Amérique latine et des Caraïbes, ou d'Abya Yala, et c'est vraiment très important. Et aussi tout ce qui s'appelle le féminisme communautaire, et encore une fois, pas le communautaire au sens négatif qu'on peut lui donner ici, mais le communautaire au sens de s'appuyer sur une logique collective ancrée dans un territoire et dans une dimension culturelle tout à fait pas conservatrice en quelque sorte, et repenser ce féminisme communautaire proposé par des femmes autochtones. C'est aussi quelque chose de très très important, de très novateur et de très exemplaire. Et c'est un féminisme communautaire qui défend à la fois, on va dire qu'il y a des échos très importants pour nous, parce qu'il défend à la fois le corps des femmes de toutes les violences de leur communauté, de la société globale, de l'État et des transnationales extractivistes, minières par exemple, et aussi qui défend la terre et le territoire, donc défense simultanée du territoire terre et du territoire corps, qui défend la terre et le territoire contre toutes les agressions, en fait, qui sont des agressions écocides, en quelque sorte. Donc c'est un mouvement très intéressant pour nous aujourd'hui, nous qui sommes en train, tous et toutes, de flamber, de mourir de soif, et voilà, enfin, disons, ça menace assez fortement. Donc voilà. Ça, ces deux choses sont aussi des apports spécifiques des féministes, des femmes et des lesbiennes du continent qui me semblent tout à fait importants. Je suis à peu près à la moitié de mon temps, donc je voudrais juste revenir sur le fait que, encore une fois, il y a premièrement une très très grande diversité sur le continent. On parle de Abya Yala, mais on parle d'une immense différence entre un tout petit pays comme le Salvador en Amérique centrale, un géant comme le Brésil, ou bien les Caraïbes, qui elles-mêmes sont extrêmement diverses. Donc attention à ne pas généraliser, avoir une idée fausse et complètement globale. Il y a une diversité politique, comme vous le savez. Il y a une diversité dans la composition, en quelque sorte, ethnique de tous ces pays, mais il y a une très forte présence aussi à la fois autochtone et afrodescendante, mais diverses selon les pays. Donc tout ça, ça crée des contextes politiques très très variés. Il y a des histoires politiques des pays très différentes, mais dans toute cette diversité, et pour les populations autochtones, je voudrais juste rappeler, de même d'ailleurs que pour les populations afrodescendantes, mais pour les populations autochtones, c'est peut-être encore plus marqué. Il y a au moins 800 groupes linguistiques différents.
hein. Donc quand on parle de population autochtone, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des très très grands groupes où il y a plusieurs millions de personnes, il y a des groupes beaucoup plus petits qui sont en train de lutter pour ne pas perdre leur langue et leur culture. Il y a des pratiques culturelles d'une diversité incroyable, notamment par rapport aux rapports sociaux de sexe, etc. Et dans les luttes politiques. Donc une fois ça posé, je voudrais aussi rappeler que toutes les victoires très importantes récentes du mouvement féministe ou des mouvements féministes sont liées à des histoires de lutte très anciennes, c'est-à-dire en fait c'est pas que c'est un féminisme qui commence avec la je ne sais pas combienième supposée vague, bien au contraire, il y a des luttes et une participation des femmes qui remontent notamment au premier jour de l'invasion coloniale et qui est une lutte notamment de résistance à la colonisation et de défense, on va dire, du territoire, de la culture, de défense et de réinvention permanente, hein, en résistance de la culture et du territoire. Donc, participation des femmes depuis maintenant plus de 500 ans. Ça, c'est déjà une première donnée, mais c'est très important pour comprendre la manière de lutter, de se positionner aujourd'hui. Deuxième élément, il y a une participation à tous les processus révolutionnaires, d'abord l'indépendance, ensuite les processus révolutionnaires. Je vous rappelle que la première révolution victorieuse du XXe siècle, c'était au Mexique. Il y avait beaucoup de femmes qui ont participé à ce processus révolutionnaire. Il y avait déjà, dans les années 10 et 20, il y avait déjà des mouvements féministes, par exemple au Mexique. Dans les années 30, dans un petit pays comme le Salvador, il y avait déjà des femmes qui se revendiquaient comme féministes. Tout ça pour vous dire que quand on pense nous allons aider nos malheureuses sœurs de je sais pas quoi du Salvador, nous nous trompons bien évidemment. Nous allons peut-être pouvoir lutter avec elles dans des objectifs communs, mais elles nous ont aucunement attendu ni pour se penser éventuellement féministes, ni pour se lancer dans toutes sortes de luttes. Et puis donc rappeler aussi que, par exemple, le mouvement féministe latino-américain et des Caraïbes est parvenu à organiser des rencontres continentales, cela sans interruption, depuis 1981. Donc voilà, on parle de mouvements forts, anciens, très organisés, avec une tradition internationaliste très importante et tout. Voilà. Et je pense que là, j'ai assez insisté sur ce point, mais enfin, vraiment, je vous invite, si vous ne connaissez pas, il y a vraiment une histoire extrêmement riche, extrêmement complexe, extrêmement diverse. Il y a toutes sortes de courants. Il y a depuis quand même très longtemps aussi, et je vais quand même insister un petit peu là-dessus, depuis bien longtemps et quasiment depuis aussi longtemps qu'aux États-Unis, il y a des groupes et des intellectuelles et des militantes qui pensent l'articulation des rapports sociaux, qui pensent le racisme, qui pensent le classisme et qui pensent ce que aujourd'hui peut-être vous connaissez comme l'intersectionnalité, que elles ont nommé de plein de manières différentes, mais qu'elles ont en tête depuis très longtemps. Et par exemple, une illustration intéressante et importante, c'est la féministe afro-brésilienne qui s'appelle Leila González, qui, depuis les années 80, a toute une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est intéressant, comme Beauvoir a dit « on ne naît pas femme, on le devient », elle a beaucoup réfléchi sur « on ne naît pas noir, on le devient », dans le contexte du racisme brésilien, qui n'est pas le même que d'autres contextes racistes, mais qui est un contexte de racisme très significatif. Elle a dit ça, elle s'est organisée, elle a pensé, elle a fait partie du mouvement noir unifié, du mouvement féministe, des luttes des favelas, etc. Et donc elle a pensé cette question de l'imbrication des rapports sociaux, pour le dire dans mes propres termes, depuis aussitôt que les années 80. Donc encore une fois, insister sur le caractère très précurseur de tout un tas à la fois de théoriciennes et de militantes du continent. Et donc pour aller vers ma conclusion, je voudrais peut-être dire encore quelques mots à la fois du féminisme communautaire et du féminisme décolonial d'Abya Yala, parce que je pense qu'ils ne sont peut-être pas très très connus, en mentionnant un certain nombre de noms et en disant donc d'une part, je répète, féminisme communautaire, c'est quelque chose qui a été développé à peu près depuis 2008 par en particulier des femmes autochtones au Guatemala d'une part et en Bolivie d'autre part, qui sont deux des régions où il y a le plus de population autochtone encore, qui sont des régions qui ont été tout particulièrement, mais c'est valable pour le reste du continent, tout particulièrement attaquées par les transnationales extractivistes minières. Et donc, dans le cadre de la défense du territoire contre la mine, contre les activités des transnationales minières, un certain nombre de femmes autochtones, tout en participant aux luttes globales de leur communauté, ont fait le lien
avec leur lutte qu'elles menaient depuis déjà un certain temps contre les violences. Encore une fois, les violences exercées par des hommes de leur communauté, mais aussi exercées par des hommes de la communauté dominante, c'est-à-dire blanche, métisse, et puis par toutes les logiques étatiques, le racisme structurel exercé par l'État. Et aussi, elles ont fait le lien, et c'était depuis leur position peut-être difficile de ne pas le faire, elles ont fait le lien avec l'histoire longue de la colonisation qui a visé depuis le début à la fois le corps des femmes autochtones et aussi des femmes afrodescendantes, et en même temps la conquête du territoire. Ça a été une double violence d'attaque au territoire, encore une fois au territoire terre et au territoire corps des femmes autochtones, à travers, comme vous le savez, tout le processus notamment de viol et de grossesse forcée depuis quasiment 500 ans et plus, même si toutes les relations n'ont pas forcément été absolument les pires. Néanmoins, c'est vraiment ce qui est fondateur du continent. Premier élément, oui. Et deuxième élément, donc, ça, juste pour répéter quelques noms, en particulier au Guatemala, on peut penser à Lolita Chavez, à Lorena Cabnal, et à un certain nombre d'autres théoriciennes. Je vous mentionne aussi le nom de Aura Cumes, même si elle n'est pas directement sur le territoire terre, territoire corps, mais enfin, ce sont des groupes tout à fait importants. Et puis, on peut aussi penser, par exemple, à Julieta Paredes et au groupe Mujeres Creando Comunidad en Bolivie, qui ont vraiment travaillé ça. Et depuis, ça s'est vraiment étendu sur tout le continent. Et jusqu'ici, vous avez certainement déjà entendu, par exemple, il y a un documentaire qui s'appelle « Ni les femmes ni la terre sont territoire de conquête ». En fait, ça vient de la réflexion, notamment de ces féministes guatémaltèques et boliviennes. Et l'autre personne que je voulais mentionner, c'est la philosophe argentine qui a longtemps vécu aux États-Unis et qui est morte aux États-Unis, María Lugones, qui donc, en 2007, a écrit un article que nous avons traduit et publié en français, que vous pouvez trouver en ligne assez facilement. María Lugones a écrit un article qui s'appelait « La colonialité du genre ». Il est un petit peu difficile d'accès parce que c'est une philosophe et elle a tout ce bagage, mais finalement, ce qu'elle dit dans cet article, c'est à la fois une critique aux hommes racisés et aux féministes blanches qu'elle estime ne pas être assez solidaires avec et ne pas comprendre suffisamment bien les luttes des femmes racisées. Et donc plus précisément, elle reprend le travail d'Aníbal Quijano, le sociologue péruvien qui a le premier questionné cette question du système moderne colonial, capitaliste. Et elle dit, OK, Quijano, c'est très bien, mais tu as complètement négligé le genre. Quijano, ce qu'il dit, pour le résumer en une seconde, Quijano dit, en fait, contrairement à ce que Marx pensait que le capitalisme était né au 19e en Grande-Bretagne avec la révolution industrielle et la formation du prolétariat, en fait, non. On peut penser que le capitalisme, il est plutôt né en 1492 avec l'invasion coloniale, et non pas la création du prolétariat, mais la création de la race, à la fois par rapport aux populations autochtones, puis assez rapidement par rapport aux populations amenées de force par la traite et mises en esclavage. Donc Quijano dit en fait, tout a commencé 500 ans plus tôt et par le racisme et l'invention de la race, et María Lugones, dans cet article, dit en fait, oui mais non, parce que tout a commencé en effet 500 ans plus tôt, mais en même temps que l'invention de la race, il y a eu l'invention du genre au sens, l'invention de ce que sont les femmes et les hommes comme on les conçoit aujourd'hui. Tout ça très raccourci, dit très vite, mais c'est quand même une affirmation tout à fait très forte, très importante, et qu'il faut prendre le temps de digérer, mais si on considère que c'est une piste intéressante, ça transforme pas mal notre réflexion sur qu'est-ce que peut être le féminisme aujourd'hui et comment le féminisme est vraiment complètement lié ou devrait être lié dans sa réflexion et dans sa pratique à la fois à des luttes décoloniales et à des luttes anticapitalistes. Voilà, donc je m'arrête là et je crois que je suis tout à fait juste dans le temps. Je vous remercie de votre attention.